Des vœux et des prières pour un Mali uni. Voilà les grandes lignes du meeting d'information du Haut Conseil islamique du Mali. C'était ce matin au stade du 26 mars. Plus de 50 000 fidèles musulmans ont répondu présents à cette rencontre qui vise une solution rapide de sortie de crise. Un immeuble de 6 étages en chantier à Bamako-Kroa, en commune 3 du district de Bamako, s'est effondré hier soir aux alentours de 3 heures du matin. Les dégâts matériels sont importants. Les raisons du sinistre, le non-respect des normes de construction. Pour les hommes, c'est du sucre et pour les femmes, c'est un repas bien mitonné. Il s'agit du Bouranfana ou Bourandoumini. La pratique intimement liée au ramadan remonte à très longtemps. Quel est son sens réel et comment la nouvelle génération perçoit-elle cette pratique? Ramata Konaté a mené l'enquête. Mesdames et messieurs, merci de votre présence. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Et tout d'abord, ce communiqué de la présidence de la République du mardi 31 juillet au jeudi 9 août 2012. Son Excellence, le président de la République, le professeur Dionkouda Traoré, a rencontré les représentants des forces vives de la nation, notamment ceux de la classe politique, de la société civile et du Comité national de redressement de la démocratie et de la restauration de l'État. Les entretiens ont porté, entre autres, sur la formation d'un gouvernement d'union nationale. À l'issue de ces entretiens, le professeur Dionkouda Traoré a reçu le samedi 11 août 2012 le docteur Cheikh Modibo Diarra, Premier ministre. Il lui a renouvelé sa confiance et l'a chargé de lui faire des propositions en vue de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Le président de la République demande en conséquence à chacun des groupes ayant eu des entretiens avec lui de bien vouloir faire parvenir au Premier ministre 8 CV au plus tard le mardi 14 août 2012. Chaque lot de CV devra comporter des CV de femmes et de jeunes. Le président de la République saisit l'occasion pour remercier les représentants des forces vives de la nation qui ont bien voulu répondre à son appel. Le stade du 26 mars était plein à craquer ce matin à l'occasion du grand meeting d'information du Haut Conseil islamique du Mali. L'objectif de la rencontre était de faire le point de la situation socio-politique du Mali afin de proposer des solutions. Dans une déclaration rendue publique, le Haut Conseil islamique demande l'arrêt des violences au nord du Mali. Il demande également l'implication des forces vives de la nation dans la mise en œuvre du processus de la transition. Le meeting a été suivi par Mohamed Diarra. Difficile de donner un chiffre exact à ce grand meeting d'information du Haut Conseil islamique, telle la mobilisation était grande. Les 50 000 places assises du stade du 26 mars affichaient complet. Une mobilisation qui témoigne de l'attachement des musulmans aux valeurs fondamentales de l'islam et au Mali tout entier. Ils étaient tous là, leaders religieux, des leaders politiques, les représentants des familles fondatrices de Bamako, le tout sous surveillance sécuritaire. Pendant 3 heures, ils ont diagnostiqué les maux dont souffre le Mali. La double crise sécuritaire et institutionnelle. Les orateurs ont prôné la paix, l'unité des cœurs, le pardon des uns envers les autres pour un Mali unifié. L'objectif, c'est d'implorer le pardon d'Allah, de demander vraiment à ce que le bon Dieu épargne notre pays de toutes ces calamités et de tous ces problèmes. Le message, c'est d'abord que vraiment qu'on fait un dépassement de soi et qu'on se donne la main. C'est vraiment ensemble qu'on peut sortir de crise. L'indivisibilité du Mali, la stabilité politique, la sécurisation des organes de transition pour une sortie de crise. Ce sont là quelques préoccupations du Haut Conseil islamique du Mali. Ces préoccupations ont été également partagées par les femmes qui ont fait entendre leur voix aussi au cours de ces meetings. Pour donc sortir le Mali de la crise qui le secoue, le Haut Conseil islamique demande l'arrêt des violences au nord, réitère son appel au calme et à la retenue, adhère aux acquis depuis le retour à l'ordre constitutionnel, invite la classe politique et les organisations de la société civile à privilégier l'intérêt général de la nation, engage les pouvoirs publics à réaliser dans la transparence toute négociation d'accord avec les groupes armés, engage les autorités à la concertation et l'implication des forces vives de la nation dans la mise en œuvre du processus. Le clou de ce meeting a été des prières dites pour le Mali.
Et c'est le shérif de Nioro du Sahel qui avait ce privilège. Les uns et les autres se sont quittés, les cœurs vibrants de confiance pour un retour rapide à la normale. Des vœux que l'on espère seront exaucés en ce mois béni de Ramadan. Et il est de plus en plus question de déploiement d'une force régionale de 3300 hommes pour aider le Mali à reconquérir le nord du pays aux mains des islamistes. Les chefs d'état-major du Mali et de la CEDEAO se rencontrent demain à Bamako pour valider les conclusions des travaux de la conférence de planification des officiers d'état-major de l'instance communautaire. Un prélude à cette réunion, le représentant spécial du président de la commission de la CEDEAO au Mali, Cheka Aboudou Touré, était l'invité de 13h dimanche de la radio nationale. Au micro de Boubacar Touré, il revient sur l'importance de la réunion de demain et surtout sur la forme que va prendre la force panafricaine qui sera mise en place au Mali. La réunion qui se tient en ce moment fait suite à la mission d'évaluation technique qui s'est déroulée ici à Bamako du 7 au 18 juin passé. Au cours de cette mission, il a été question essentiellement de voir avec l'armée malienne comment harmoniser les points de vue. Les conclusions de cette réunion ont été portées à l'attention de l'ensemble des chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO. Et les chefs d'État ont estimé qu'il était extrêmement important qu'eux-mêmes viennent ici à Bamako pour une dernière fois aborder ce que nous appelons la planification finale, pour essayer encore d'harmoniser les points de vue, de s'assurer que le concept est partagé et qu'il ne s'agisse plus d'un concept de la CEDEAO pour le Mali, mais que ce soit un concept unique, à la fois de l'armée malienne et de la force en attente de la CEDEAO. Est-ce que finalement vous nous dites qu'il y a identité de vue entre les forces armées maliennes et celles de la CEDEAO? Je comprends peut-être que ça piétine, mais vous savez, l'armée fait des choses avec beaucoup de soin parce que la situation qui prévaut au nord nécessite qu'on se prépare assez minutieusement. Mais comme vous le savez aussi, il y a la communauté internationale qui est impliquée. Et donc pour la communauté internationale, avant d'impliquer tous ces organes supranationaux, qui va impliquer aussi un certain nombre d'armées, il est absolument nécessaire de ne pas se tromper sur le moindre détail. C'est ce qui explique peut-être la minutie avec laquelle ces travaux se déroulent. Mais je dois dire que la question n'est pas de savoir si on s'entend ou on ne s'entend pas. Ce qui est certain, c'est que nous sommes engagés dans un processus qui devrait nous amener, à un moment ou à un autre, d'utiliser peut-être la force pour essayer de rétablir l'intégrité territoriale du pays. Et ceci passera par la lutte contre un certain nombre de terroristes qui disposent aussi de moyens qui ne sont peut-être pas connus. Et le manque de ces informations peut expliquer aussi pourquoi on est un peu prudent, aussi bien au niveau du Mali que de la CEDEAO, que de la communauté internationale. Donc pour tout dire, en réalité, cela ne piétine pas, mais nous prenons le soin nécessaire de nous préparer pour ne pas laisser des détails qui peuvent nous jouer de sales tours. Comment se fera le déploiement des forces de la CEDEAO? Il s'agit d'une intervention intégrée. L'armée malienne va disposer de son commandement. La force en attente d'appui va disposer de son commandement, mais il y a un commandement intégré qui permettra de réglementer les interventions. Et comme je l'ai dit, c'est à l'armée malienne de mener le combat. La force en attente, qu'elle soit internationale ou qu'elle soit de la CEDEAO, ne viendrait qu'en appui à l'armée malienne. Voilà, les chefs d'état-major du Mali et de la CEDEAO se rencontrent donc demain à Bamako. Cheka Aboudou Touré était l'invité de 13h dimanche de la radio nationale. Il était interrogé par Boubacar Touré. Et toujours pour une sortie rapide de crise, un nouveau mouvement vient de voir jour. Il s'appelle Zassia et regroupe des ressortissants du Nord et ambitionne de fédérer toutes les initiatives et actions allant dans le sens de la libération de cette partie du pays ainsi que son développement économique. Le reportage de Fademba Keïta. Zassia est une combinaison des mots Za, Sisoni et Askia qui constituent les trois grandes dynasties du Nord, ancêtres de tous les peuples du Nord. Dans la résolution de la crise du Nord, l'Alliance déplore ce qu'elle appelle
l'inertie du gouvernement face aux crimes que les groupes armés sont en train de commettre au nord. L'Alliance a élaboré un important manifeste qui exige désormais que la majorité démographique, c'est-à-dire les peuples sédentaires, soient prises en compte dans la gestion du développement économique du Nord et aussi de ces crises. Les communautés sédentaires se doivent aujourd'hui d'apporter une réponse collective et de trouver des solutions conséquentes pour espérer vivre sur la terre de leurs ancêtres. Nous invitons les communautés qui partagent le même espace géographique ou qui se réclament de cet espace, au-dedans ou au-dehors du Mali, à se joindre à nous. L'Alliance Zassia dénonce également les accords de paix qui ont tour à tour ignoré la majorité démographique sur le terrain. Pour un développement juste des régions du Nord, l'Alliance Zassia tient à la relecture de tous les textes relatifs aux collectivités territoriales. Les fondateurs du nouveau mouvement entendent se positionner comme l'interlocuteur incontournable pour la question concernant le nord du Mali. L'Alliance Zassia-La Saltare s'imposera par créativité dans le champ des acteurs pour réparer les erreurs et injustices du passé en exigeant la participation des communautés à toute action engagée ou posée en leur nom. Ce que nous souhaitons ardemment, c'est que ce groupe qui est né aujourd'hui essaye vraiment, je dis non, de rapprocher tout le monde, tous ces autres groupes, pour que ce soit un seul et unique groupe. L'Alliance Zassia a tenu à expliquer son attachement à une république unie et laïque du Mali. Partons à présent à la rencontre de Malik Aliou Maïga, l'animateur de la radio Adar Koïma de Gao, qui a été violemment agressé par des islamistes. Il est à Bamako pour des soins supplémentaires, admis à l'hôpital Gabriel Touré. Grâce à sa famille et ses collègues de Gao, il présente toujours des séquelles et des courbatures, mais sa vie est hors de danger. Malik Aliou Maïga estime que les ressortissants du nord du Mali doivent être impliqués dans les négociations pour une sortie des crises septentrion malien. Écoutons-le. C'était la nuit du 5, le dimanche 5 aux environs de 20h30. J'animais mon journal parlé en langue qui est écouté par les auditeurs à Gao. Donc j'étais dans les studios à 20h30, 35 j'ai commencé, j'ai donné juste les titres. Et juste après les titres, j'étais en direct avec quelqu'un qui est à Bamako, un avocat, qui a voulu partager un message avec la population de Gao. Donc c'est à l'issue de ça que des islamistes sont arrivés, des hommes armés qui sont arrivés dans les studios. Sans poser de questions, ils ont commencé à me tabasser, à me frapper avec les armes, du coup au dos. Ensuite, ils m'ont pris pour me jeter dans la voiture. Et de la voiture, ils ont commencé à me frapper de la tête aux pieds, puisqu'ils pensent que je suis l'obstacle qui n'est pas d'accord et qui, chaque fois, leur provoque dans leur application de la charia. Donc, ils m'ont amené dans un espace un peu hors de la ville. Là-bas, ils m'ont fait descendre encore de la voiture. Ils m'ont tabassé, ils marchaient avec les rangas sur moi. Ils ont utilisé tous les moyens pour quand même m'éliminer. Est-ce que vous êtes prêt à retourner à Gao si vous êtes guéri? Mais pourquoi pas? Gao, c'est chez moi. Je n'ai ni où aller si ce n'est pas Gao. Je vais retourner dès que mon état de santé est établi, Inch'Allah. Sans que vous n'ayez aucune garantie de sécurité? On va retourner parce que nos parents sont là-bas, nos maisons, nos chiens, nos proches sont là-bas. Qui est sécurité ou pas, nous on pense qu'il y a Dieu. Et Dieu va veiller sur nous tous, Inch'Allah. Est-ce que vous pensez, quelle solution vous préconisez pour une sortie de crise, pour la libération du nord du Mali, vous qui avez vécu tous ces événements-là? Il y a des gens qui sont en contact avec les islamistes, qui sont sur place. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de notables, il y a beaucoup de chefs coutumiers qui ont entamé les pas des négociations avec les islamistes, avec le MNLA. Si aujourd'hui on donne un peu la chance aux habitants de la ville de Gao, de voir les islamistes, de voir le jeune du MNLA, de négocier avec eux, je crois que ça va donner beaucoup de choses, ça va donner grandes choses parce que c'est eux qui les connaissent. Ensuite, ça ajoute aux efforts du gouvernement malien, de la CEDEAO, de la communauté internationale. Chacun va sortir grand dans la chose.
Alors, on souhaite un prompt rétablissement à Malik Aliou Maïga qui est au micro de Ibrahima Traoré. Et toujours en parlant de la crise qui sévit au nord du Mali, le ministre de l'Action humanitaire des personnes âgées et de la solidarité vient de rendre visite aux réfugiés maliens vivant au Burkina Faso. Mamadou Sidibé a remis 200 tonnes de riz, 20 tonnes de sucre et 15 tonnes de dattes et plus de 500 moustiquaires pour une valeur de 240 millions de francs CFA. Abdoul Salam Babara et Suleiman Keza Sidibé sont nos envoyés spéciaux à Ouagadougou. Cette remise symbolique s'étant présente de l'ambassadeur du Mali au Burkina Faso, le représentant résident du HCR, le personnel de l'ambassade et les responsables du département de l'action humanitaire. Les vivres en question, 200 tonnes de riz, 20 tonnes de sucre et 15 tonnes de dattes, sont destinés à 4 camps de réfugiés maliens de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso. C'est la concrétisation d'une promesse faite par le ministre de tutelle lors de son passage dans ces camps d'il y a 2 mois. Cette donation qui vient d'être faite est une réponse à une préoccupation que nous avons trouvée sur place lors de la dernière visite du ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité des personnes âgées, avec ses homologues de l'éducation, de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Les sites qui ont été visités, qui sont au nombre de 3, plus le site de Bobo et le site de Ouaga, nous avons trouvé là des préoccupations en termes de priorité alimentaire, en termes de santé et en termes d'éducation. Son Excellence l'ambassadeur a bien apprécié le geste qui, du reste, renforce au quotidien leur engagement pour les populations réfugiées au Burkina Faso. Ces vivres arrivent à un bon moment, ça renforce le stock déjà disponible. Et je voulais saisir cette opportunité pour non seulement remercier le gouvernement et le peuple malien qui, malgré la crise qui secoue ce pays, a su penser non seulement à ceux qui se sont exilés, mais aussi a su apporter une aide substantielle à ces réfugiés. Nos besoins sont couverts à 40%. Nous avons besoin de 12 millions de dollars américains. Seulement 5 millions ont été mobilisés. Cependant, l'espoir est permis car des intentions fermes d'accompagnement à hauteur de 2 millions de dollars américains ont été formalisées par l'Allemagne et le Canada. Mais l'essentiel, c'est si on peut avoir l'argent pour acheter maintenant, puisque ça nous prend un peu de temps pour acheter livré. Normalement, on achète au niveau de Lomé, de Ghana et des fois en Afrique du Sud, et ça prend un peu de temps à cause du transport et le temps de livraison. Faut-il préciser que les réfugiés maliens au niveau des 2 métropoles avoisinent les 10 000. Des difficultés, il en existe. Certaines maladies commencent déjà à apparaître en cette période d'hivernage. Et c'est pourquoi le camp de Wobi à Bobo-Dioulasso sera déplacé dans les tout prochains jours vers le centre-ville. Voilà, notre envoyé spécial, Suleiman Keza Sidibé, vient de le dire tout à l'heure. Malgré la crise, l'espoir est permis. En tout cas, c'est le souhait de la Croix-Rouge malienne et du Fonds de solidarité nationale. Avec l'appui financier du Royaume des Pays-Bas, ils viennent de faire bénéficier les producteurs agricoles des plaines de Koriomé, Daï et Amadja, dans la région de Tombouctou, d'un projet d'appui d'urgence. Ce projet, il faut le noter, vise à aider les populations durant la période hivernale en leur apportant des vivres et des semences, entre autres. Le commentaire de Moustapha Doumbia. Le projet d'appui d'urgence à la mise en valeur des plaines de Koriomé, Daï et Hamadja dans la région de Tombouctou est un financement du Royaume des Pays-Bas à travers son ambassade du Mali. Il est mis en œuvre par la Croix-Rouge malienne et le Fonds de solidarité nationale. L'objectif spécifique du projet se résume en 2 points principaux. C'est-à-dire que le premier point, c'est de contribuer à sauver l'hivernage, mettre les paysans à l'abri de l'autoconsommation des semences. Le deuxième point, c'est d'apporter une aide alimentaire d'urgence aux paysans en vue de les couvrir pendant la période de soudure. Quand on montait le projet, par rapport à l'enveloppe financière disponible, on ne pouvait pas couvrir l'ensemble des besoins des exploitants. Or, nous sommes dans une période de crise, donc on devrait vraiment se donner la main dans un cadre de solidarité, puisque cette action s'inscrit simplement dans le cadre de l'humanitaire. Le coût global du projet est de 230 millions de francs CFA et les activités portent sur le suivi de la distribution des aides alimentaires et non alimentaires, la mise à disposition du système d'encadrement, entre autres. Vraiment, ça vient à point nommé. À point nommé, d'autant plus que c'est
paysans sont soulagés aujourd'hui parce qu'ils ont eu ce qu'il faut pour la campagne. J'ai exploité la plaine de Koriombe il y a plus de 12 ans. Et aujourd'hui, Dieu merci, il faut remercier la Croix-Rouge. Il faut remercier les agents de la Croix-Rouge. Nous sommes très contents de la Croix-Rouge. Sans ces gens-là, les bailleurs ne vont même pas nous connaître, il faut nous donner quelque chose. Au lancement de ces projets d'appui d'urgence, il a été mis à la disposition des bénéficiaires 54 tonnes de riz, 40 tonnes de semences de riz, 300 tonnes d'engrais, 100 000 litres de gasoil et de lubrifiants d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Alain, donc, il fait chaud au cœur. Minimiser les effets de la rébellion qui sévit dans le septentrion de notre pays, c'était la communication principale qui découle de la dernière étape des concertations engagées entre les présidents des 6 cercles du Sahel occidental et ceux du district de Bamako. C'était ce matin à la Maison des Aînés à la faveur d'une conférence suivie pour Mali Actualité par Fademba Keïta. L'évolution actuelle de la crise du Nord nécessite des mesures sécuritaires dans la bande sahélo-saharienne. C'est ce qui a motivé la création du collectif des associations de développement des cercles du Sahel occidental et du district de Bamako. Les ressortissants des 6 cercles du Sahel occidental, solidaires avec les populations de Gao, Kidal et Tombouctou, estiment que mieux vaut prévenir que guérir. L'étape de Bamako, dernière ligne droite des concertations avec les populations, s'attelle à recenser les propositions, suggestions des citoyens et chefs coutumiers pour une sortie de crise. On retient que pour Bamako, la pointe, c'est l'insécurité. Dans d'autres endroits, c'est peut-être pas aussi criard. Nous avons promis à nos populations, y compris celles de Bamako, de faire une synthèse de toutes les recommandations, de toutes les suggestions qui vont venir d'elles, que nous allons fidèlement transmettre aux autorités compétentes. À Bamako, où l'insécurité a atteint son paroxysme, l'initiative doit être soutenue par les autorités du pays. L'insécurité aujourd'hui à Bamako, vraiment, tous les jours on en parle. On agresse les gens, même en plein jour. Donc voilà une initiative qui vient à point nommé pour sensibiliser nos populations. Parce que sans sensibilisation, on ne peut pas mettre frein à cette insécurité. La rencontre visait à informer et particulièrement à mobiliser les populations de Bamako par rapport à la douloureuse crise du Nord et également envisager les dispositions pratiques en cas d'éventuelle évolution non souhaitée de la situation sécuritaire dans le district de Bamako. Cette étape de Bamako, qui a réuni les représentants des organisations de la société civile, les notabilités, a pris fin par des propositions concrètes. Propositions qui vont de la création des brigades de vigilance au contrôle des identités et au renforcement des mesures sécuritaires dans le district de Bamako. Et sur un tout autre plan, célébration aujourd'hui de la Journée internationale de la jeunesse au Mali, précisément à Nyono. L'événement a été marqué par une plantation d'arbres et une conférence débat sur le thème « La solidarité, facteur de cohésion et de paix sociale, quelle vision pour la jeunesse malienne ?» De Ségou, le reportage de Brahima Kouni. 500 pieds d'eucalyptus plantés sur l'espace KM39 de Nyono ont marqué le début des festivités de la Journée internationale de la jeunesse. La jeunesse est l'avenir de l'homme, tel est le thème international de cette année. Outre ce thème, les acteurs de la jeunesse ont organisé une conférence débat sur le thème national, à savoir la solidarité, facteur de cohésion et de paix sociale, quelle vision pour la jeunesse malienne. L'événement est placé sous le signe de la mobilisation d'une jeunesse forte et unie pour une gestion vigoureuse de la crise politico-sécuritaire du Mali. Nous allons nous donner la main à sensibiliser les jeunes, à faire comprendre que l'avenir de ce pays nous appartient et que ces gens qui sont là pour nous. Ils sont en train de préparer le pays pour que nous puissions vraiment venir trouver la paix et la cohésion sociale dans le pays, où il fera bon à vivre. Le Conseil national de la jeunesse du Mali se propose d'initier au Forum africain sur le devenir de la jeunesse, prévu du 20 au 27 août 2012 à Malabo, un débat sur des propositions de solutions durables aux problèmes du Nord. Le conférencier Mamadou Fanta Simara a prôné la sauvegarde de la solidarité et toutes les autres valeurs sociétales du Mali. Selon lui, la solidarité est un état d'âme qui conduit à une autre valeur qu'est l'unité. De l'unité, on en a besoin pour sauver le Mali et ce n'est pas le ministre délégué chargé de la jeunesse et de la formation professionnelle qui dira le contraire. Cette journée du 12 août demeure aussi, pour les plus hautes autorités, les partenaires, les populations ainsi que les jeunes eux-mêmes, un moment d'engagement et un cadre approprié de réflexion sur les grandes préoccupations des jeunes de notre pays.
Au niveau international, l'objectif de la journée, selon certains responsables, est de promouvoir le programme d'action mondiale pour la jeunesse. Ce programme s'articule, entre autres, autour de l'éducation, l'emploi, la lutte contre la malnutrition, la délinquance juvénile et la participation des jeunes aux prises de décision. C'est ce qui a occasionné d'ailleurs l'organisation de cet atelier en collaboration avec la Jeune Chambre internationale sur la gestion administrative et financière des structures privées et publiques. Une correspondance de Blé Makone. Caritas Mali, diocèse de sang, vient de faire don de 50 tonnes de céréales et de 28 tentes aux populations des 5 communes touchées par les inondations de la semaine dernière à Tomia. La valeur du don est estimée à plus de 22 millions de francs CFA. Fousseini Samaki, reportage. 50 tonnes de riz d'une valeur de 22 500 000 francs CFA et 28 tentes. C'est le don de Caritas Mali Sang aux populations victimes des inondations dans les cercles de Sang et Tominian. Cette action s'inscrit dans le cadre d'aide d'urgence de Caritas. C'est un appui aux personnes victimes des inondations des villages de Tion, Boissoni, Seoulasso et Tominian, où 200 mm de pluie sont enregistrés dans ces différentes localités la semaine dernière. Ces villages ont enregistré des pertes énormes, entre autres les maisons écroulées, les champs submergés, les bétails et céréales emportés par le courant d'eau. Il y a un besoin urgent d'intervention en vue de soulager ces populations déjà fortement éprouvées par la crise alimentaire engendrée par la mauvaise campagne agricole. Pour répondre à cette situation, la Caritas veut exprimer ainsi toute sa sympathie pour les populations sinistrées. Les bénéficiaires apprécient ces gestes de solidarité à sa juste valeur. Depuis cette inondation, je n'arrive pas à dormir. Les céréales et les bétails sont emportés sur tous les champs submergés. Si d'autres pouvaient s'impliquer aux côtés des autorités déjà en action afin qu'on ait de l'eau potable, sinon ça ne va pas. Les responsables de Tominian ont invité d'autres bonnes volontés à imiter Caritas Mali Sang. À défaut de mettre des pompes, parce que les pompes et les puits sont sous l'eau inondée, il faut au moins trouver des produits tels que l'eau de javel et d'autres produits pour assainir l'eau. Sinon, je pense que vraiment les populations risquent très vite d'attraper le choléra et ce qui va encore approfondir le drame. La délégation s'est ensuite rendue à Bundi, dans la commune rurale de Ouan, un village entièrement inondé où l'ensemble des familles est recasé aux soins de Caritas Mali Sang. À compter du 1er septembre 2012, tous les routiers seront astreints au contrôle, à la charge à l'essieu et au paiement des pénalités en cas. Une mission du département en charge de l'équipement et des transports et de l'autorité routière sillonne le pays pour expliquer les mesures qui entreront en vigueur le mois prochain. La mission était ce samedi à Sikasso. Les explications de Sekou Konati. En allant à la rencontre des acteurs du secteur des transports en 3e région, le département en charge de l'équipement et des transports, à travers la Direction nationale des transports et l'autorité routière, prépare ainsi la mise en œuvre effective du contrôle de la charge à l'essieu avec paiement des pénalités sur les surcharges à compter du 1er septembre. C'est le démarrage avec perception des pénalités pour les 3 nouveaux postes, Zégoua, Hermakono et Kouri. Parce qu'il y a déjà des postes existants. Ces postes-là sont construits il y a une année, mais qui sont opérationnels, mais qu'on ne perçoit pas de pénalité. Cette fois-ci, il s'agit de les faire opérationnels avec la perception des pénalités comme les postes existants. La rencontre avec les acteurs dans la salle de conférence de la Chambre de commerce de Sikasso a permis de mieux expliquer le mécanisme et recueillir les avis, suggestions et inquiétudes. Nous promettons, à travers nos fêtières, de pouvoir sensibiliser le maximum de transporteurs pour que vraiment les normes puissent être respectées. Mais dans l'avenir, nous souhaitons vraiment que l'État puisse tenir compte des préoccupations qui est les PTAC et les poids total à la charge, qui vraiment arrangent beaucoup plus les transporteurs. La délégation s'est ensuite rendue sur le poste de péage de Zégoua, qui fait partie des 3 derniers pour boucler le dispositif. Un dispositif qui vise à préserver le réseau routier conformément aux réglementations dans la zone UEMOA, d'où cet appel de l'autorité routière. Le Mali est un pays enclavé, un pays très vaste. S'il n'y a pas de route, il n'y aura pas de développement. Donc la meilleure façon pour nous de préserver ce patrimoine routier,
c'est vraiment de diminuer la surcharge. 80 à 90% des dégâts ou des destructions précoces constatées sur nos routes sont dues à la surcharge. Retour à Bamako, exactement en commune 3 du district, à Bamako-Croix, aux alentours de 3 h du matin. Un immeuble de 6 étages en chantier s'est effondré. L'incident a touché 2 familles voisines et heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Mais les dégâts matériels sont importants. L'effondrement de l'infrastructure à usage d'habitation serait dû au non-respect des normes de construction. Dès l'annonce de la nouvelle, le ministre de tutelle s'est rendu en compagnie d'une délégation sur les lieux pour constater les dégâts. Tchemoro Konaté était aussi sur place, son compte rendu. L'effondrement de cette infrastructure n'a pas du tout étonné les habitants de la périphérie. Effectivement, on s'attendait à cela, parce qu'il y a longtemps on parlait de cette maison. C'est mon jeune frère qui venait de son grain. Donc, à peine arrivé ici, il y avait les manœuvres qui fuyaient, parce qu'il y avait des briques qui tombaient de la maison. Il est parti me réveiller. Et je suis sorti avec lui pour crier, pour que les autres puissent sortir. Cette construction à 6 étages s'est écroulée sur 2 familles voisines. Même si on ne déplore aucune perte en vie humaine, les dégâts matériels sont importants. Dès l'annonce de la nouvelle, le ministre de tutelle, en compagnie d'une délégation, s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. L'incident, selon lui, s'explique par le non-respect des normes de construction. Dans tous les cas, le gouvernement prendra les dispositions qui s'imposent en la matière. Il y a des sanctions prévues. Alors les sanctions, ça peut être des peines corporelles, ça peut être des peines, est-ce que vous voyez, pécuniaires, etc. Donc nous sommes dans cette lancée. Nous avons déjà pris tous les renseignements. Le ministre Koulibaly a exprimé la compassion du gouvernement aux familles touchées avant de leur réitérer le soutien de celui-ci. Pour les victimes, nous avons déjà pris des dispositions. Nous nous sommes rendus dans toutes les familles pour savoir le niveau de sinistre. Après le recensement, nous prendrons les dispositions pour sécuriser toutes les familles qui ont été victimes de ce sinistre. Après le dégât, je viens depuis 3 h du matin, j'ai passé de famille en famille. Je les ai promis que vraiment tout ce qui est gâté, même si c'est un aigu, on est prêt à rembourser à 100%. Voilà. Je leur remercie et présenter nos excuses. D'ores et déjà, les mesures sont en cours pour empêcher de tels dégâts dans notre pays, notamment en milieu urbain. Les membres du bureau exécutif de la Fédération nationale des sociétés coopératives d'habitat du Mali, FENASCO, ont tenu hier une réunion d'échange sur la vie de la structure. Ils ont également fait le bilan des activités réalisées en 2012, au nombre desquelles la construction de 375 logements de 11 schémas de développement ou sectoriel à travers le pays. Djemba Moussa Konaté. Cette réunion d'échange du bureau exécutif de la Fédération nationale des sociétés coopératives d'habitat du Mali, FENASCO, entre dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours du plan de la structure. En matière de terrain à bâtir, les titres fonciers de Guana 1 et Guana 2 sont finalisés et mis à la disposition des coopératives. Il s'agit là de près de 200 hectares répartis entre près de 40 coopératives d'habitat. Les formalités administratives au niveau de Guana 3 est en passe de se finaliser. À ceci, il faut également noter les 80 hectares de parcelles à bâtir attribués notamment aux coopératives de la police, des sapeurs-pompiers et des travailleurs du parc national à Guana 1 et à ceux des travailleurs de la santé de Bopti à Djalango-Sévaré. Au cours de ces 2 dernières années, la FENASCO a pu construire 375 logements. Elle a en outre élaboré 11 schémas de développement urbain ou sectoriel à travers le pays. Les échanges ont aussi porté sur la fin du programme d'appui aux organisations de la société civile de la FENASCO. Il avait pour objectif d'identifier les coopératives d'habitat du Mali non affiliées à la FENASCO. Ce programme qui a pris fin en juillet dernier a été financé par le PNUD à près de 19 millions de francs CFA.
Et nous arrivons au grand format de cette édition. Il est consacré aujourd'hui à une pratique intimement liée au mois de Ramadan. Il s'agit du repas spécial qu'une femme mariée offre à sa belle famille en ce mois béni. Communément appelé Bouran Fana ou Bouran Doumini, la pratique est perçue comme un signe de respect à l'endroit de la belle famille, voire des personnes âgées. Comment se faisait-elle dans le temps? A-t-elle conservé sa physionomie d'un temps avec la nouvelle génération? Des éléments de réponse dans ce dossier signé Ramata Konate. Avec le mois de Ramadan, on assiste à des pratiques sociales, parmi lesquelles le Bouran Doumouni ou Bouran Fana. C'est le repas qu'une femme mariée offre en guise de cadeau à sa belle famille pendant ce mois béni. Loin d'une exigence, cette pratique est perçue comme un signe de respect à l'endroit des aînés et des vieilles personnes. Il s'agit ici d'un signe de respect et d'accompagnement dans la pratique d'un pilier de l'islam qu'est le jeûne. Alors cette pratique-là est une marque de respect parce qu'on donne aux aînés, aux beaux-parents, mais pas à plus jeunes. La vision de l'islam sur la question est claire. Ce repas n'a de valeur que s'il est préparé avec une intention qui ne souffre d'aucune concurrence ni d'extravagance. Tout ce qui est le bien qui peut renforcer nos relations sociales, tant qu'il n'y a pas de gaspillage, tant qu'il n'y a pas de contradiction avec ce que l'islam prescrit, il n'y a aucun problème. Je ne connais pas exactement la genèse du Bouran Fana, mais ce qui est sûr, c'est que ça a un rapport avec le Ramadan. Donc ça doit avoir un rapport d'abord avec le hadith que j'ai cité, qui montre que donner le repas à un jeûneur, on a la même récompense que lui. De manière générale, dans nos sociétés, le respect pour les parents est quelque chose qui est primordial. Et l'islam aussi a beaucoup insisté sur le respect qui est dû aux parents. Tout ce qui peut renforcer ces liens-là, en fait, dès qu'on les fait dans l'optique de plaire à Dieu, en ce moment, on en tire une récompense religieuse. Et là, c'est extrêmement important, l'intention. Parce qu'en islam, tous les actes valent par l'intention. Marque de politesse, la pratique avait autrefois un caractère simple et se faisait avec peu de moyens financiers. Dans notre temps, on préparait de la soupe, du riz avec sauce pour la belle famille pendant le mois de Ramadan. Tout était moins cher. Au départ, c'était de la cola, c'était des jus qu'on faisait avant. Contrairement à cette réalité d'antan, la préparation de ce repas spécial demande aujourd'hui beaucoup de dépenses, réplique la vieille Fanta. Il y a une très grande différence entre le Bouran Doumouni de notre temps et maintenant. Pour la préparation de ce repas maintenant, tu débourses 25 000 ou 50 000 francs, alors qu'autrefois, 5 000, 2 500 ou 2 000 suffisaient. C'est pourquoi certaines femmes trouvent que la pratique est réservée seulement aux riches. C'est vraiment exagéré de nos jours. Les épouses préparent du poulet, de la viande de mouton pour leur belle famille. Seuls les riches peuvent faire ça. Visiblement, la pratique traditionnelle a pris de l'ampleur au fil des années à Bamako. Traoré Yakoutata Kanouté, marié depuis une décennie, est fidèle à la préparation de ce repas spécial. Donner un repas copieux à sa belle famille pour rompre le jeûne n'est pas une obligation. C'est juste une bonne chose. Pour plusieurs personnes, préparer ce plat n'est pas synonyme de ruine. Je le fais selon mon pouvoir d'achat. L'année où je n'ai pas les moyens, je ne le fais pas. Et ça ne pose aucun problème dans ma belle famille. Ce n'est pas obligatoire. C'est juste une question de moyens financiers.
La belle famille de l'épouse n'est pas souvent la seule destination de ce repas. Sur la liste s'ajoutent les parents de la mariée, les amis du mari ou leurs parents. En ce qui concerne l'avenir de cette pratique, tous nos interlocuteurs sont unanimes sur la nécessité de la perpétuer, mais avec modestie. Je pense qu'on doit le faire dans des conditions normales, en fonction du pouvoir d'achat de chacun. C'est ce qu'il faut, parce que ce n'est qu'une tradition. Ce n'est nullement une obligation. C'est un signe de respect, c'est tout. Il faudrait perpétuer ces Bourandouméné. Je crois que ça permet une cohésion sociale. C'est un des fondamentaux de nos sociétés. Un lien qui sert nos familles. À côté de ce repas spécial, les préparatifs des plats pour la rupture du jeûne suivent leur cours normal. Important à savoir, le Bourandoumouni ou repas pour la belle famille n'existe pas partout au Mali, car elle n'est par exemple pas connue par certaines de nos campagnes. Un dossier signé Ramata Konaté. Sport Football Coupe du Mali, 52e édition. Une véritable surprise cet après-midi. Les 11 créateurs de Nyarela ont battu le Djoliba AC par le score de 1-0. Par cette victoire, les pensionnaires de Nyarela ont créé la sensation. Je vous rappelle que le Djoliba AC est pourtant le recordman avec 19 Coupes du Mali. Le rêve de faire un triplé se brise ainsi pour les poulains de Aliou Badra Diallo. Aldjouma Tina nous en dit plus. Dans la vie d'un club, il y a des victoires qui le font certainement entrer dans l'histoire. C'est le cas de celle réalisée par les 11 créateurs en demi-finale de la Coupe du Mali face au Djoliba Athletic Club. La 55e minute est le tournant du match. Les 11 créateurs obtiennent un penalty concrétisé par Amidou Sinaïgou. Le Djoliba AC invaincu cette saison sur le plan national et qui ambitionne de réaliser un triplé venait de se mettre dans une situation inconfortable. Méconnaissables en première mi-temps, les Djolibis vont balbutier leur football après avoir encaissé. La bonne organisation, la détermination et l'envie des 11 créateurs n'ont jamais permis au recordman en coupe de pouvoir renverser la situation, comme il en a l'habitude cette saison. Mais en aucun moment, les 11 créateurs n'ont pas rompu et pouvaient même alourdir le score à plusieurs reprises. Ainsi, face à l'impuissance des Rouges de Bamako, les 11 créateurs s'invitent à la finale de la 52e Coupe du Mali. Et c'est toute une histoire. C'est une première. Et c'est une première, c'était pas un match facile, on le savait. Je pense qu'on a préparé sans pression, je l'ai dit. On a préparé ce match-là comme les autres matchs et je pense que je suis très fier de mes joueurs parce qu'ils ont fait un match idéal. Vraiment, je suis très fier d'eux. Au jour d'aujourd'hui, le Djoliba, je pense que c'est un autre niveau. Il faut le dire aussi, c'était pas facile à jouer. Mais je pense que je suis habitué à jouer des derbies comme ça. Ça me fait 8 ans que je suis en première division. Et je me suis toujours dit que c'était possible. Et j'ai fait croire aux gens, aux joueurs que c'était possible. Il fallait leur dire que c'était possible. Et alors, le résultat est là. Il y a une fin à toute chose. Donc je pense qu'on s'attendait à ça. Non, je pense ça n'a rien à voir avec la Coupe d'Afrique. Donc on va se préparer. On est fatigué quand même. Il y a une certaine fatigue. L'usure, les joueurs sont sur 3 francs. C'était vraiment compliqué. Ensuite, je pense qu'en premier temps, on a eu quelques occasions qu'on pouvait marquer. Et si on a été erré devant le but, aujourd'hui, on pouvait quand même gagner. Le rêve de réaliser le triplé s'écroule ainsi pour le Djoliba Athletic Club. Les 11 créateurs, eux, ont donc rendez-vous avec l'histoire. Et la deuxième demi-finale de cette 52e édition de la Coupe du Mali mettra aux prises demain le club olympique de et l'Union sportive de Bougouni. L'équipe de Bougouni joue sa deuxième demi-finale de l'histoire et le COB tente de conserver son titre. Abdul Karim Kaba nous en parle. Club olympique de Bamako, Union sportive de Bougouni est une affiche déséquilibrée. Les COB est détenteur du trophée de la Coupe du Mali et occupe la 7e place du championnat national de Ligue 1 avec 42 points. Quant à l'USB, elle évolue en 2e division. L'équipe est d'ailleurs engagée dans le tournoi de montée en Ligue 1. Pour cette rencontre de demi-finale de la Coupe du Mali, les Olympiens veulent conserver le trophée. C'est pourquoi les joueurs ne sous-estiment pas leurs adversaires. Un match de coupe, c'est différent d'un match de championnat. Bien vrai qu'on est mal placé au championnat. Vraiment, on veut la Coupe du Mali pour la 2e fois. Oui. Pour l'entraîneur Ségou Seck, il faut gagner ce match pour décrocher une qualification en Coupe de la Confédération la saison prochaine. Encore, on a la chance, on a l'occasion une fois de plus de jouer la compétition africaine la saison prochaine.
Donc cette occasion, on ne va pas la rater, on va essayer de la saisir, on va essayer de le jouer à fond et essayer d'amener le plus grand sérieux et beaucoup de sérénité au sein de l'équipe afin de pouvoir venir à bout de cette équipe de Bougouni. Les jeunes pensionnaires de Bougouni sont motivés pour jouer une deuxième demi-finale de leur histoire après 1962. Cette année-là, l'équipe de Djessa Moussa Keïta Djessas, Karunga Kouati, avait été battue par l'AS Real de Bamako par 6 buts à 1. L'équipe de Bougouni n'a pas eu peur parce que c'est le COB qui devrait avoir la pression. Quand même, nous, on est prêts physiquement, moralement pour affronter ce match. La petite Véna en mangeant, une place en finale sera célébrée en grande pompe dans la cité du Bani Monotier. Lors de notre résultat contre les Niana, je l'ai dit, la Coupe du Mali pour nous, c'est un bonus. On est en demi-finale, on est déjà dans l'histoire, donc on va continuer. Sinon, on va aller jouer carrément notre chance. Ce n'est pas parce qu'on est en DD qu'on va se frustrer ou bien avoir peur. On va jouer notre chance. Si nous gagnons, ça sera encore un espoir. Si nous perdons, c'est normal, on a perdu contre une première division. COB US Bougouni, deuxième demi-finale de la Coupe du Mali, c'est ce lundi au stade Modibo Keïta à partir de 16h. Et on souhaite une bonne chance aux deux formations. Notez également que les JO Londres 2012 ont pris fin aujourd'hui. Sur ce prend fin ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. L'édition de demain à 10h vous sera présentée par Amara Malé Diallo. Je vous retrouve pour celle de 13h.